Et suite à la réunion qui s'est tenue à Ouagadougou, la réunion tripartite qui a réuni à la demande des chefs d'État de nos trois pays, en l'occurrence son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition du Mali, chef de l'État, son Excellence le colonel Mamadi Doumbia, président de la transition et chef de l'État de la République de Guinée, et son Excellence Ibrahim Traoré, président de la transition et chef de l'État du Burkina Faso. Donc, sur la base de l'initiative et des directives données par les trois chefs d'État, comme vous le savez, les ministres des Affaires étrangères des trois pays s'étaient réunis à Ouagadougou le 9 février pour adopter une déclaration commune, déclaration dans laquelle il a été décidé de mutualiser nos efforts pour faire entendre nos préoccupations en tant que pays en transition, mais aussi de travailler à resserrer les liens de coopération entre nos deux pays, entre nos trois pays, je voulais dire. Maintenant, sur la base de cette déclaration tripartite, il avait été convenu, les trois pays avaient signé des lettres conjointes adressées d'une part au président du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, mais aussi d'autre part à la présidente du Conseil de médiation et de sécurité de la CEDEAO, lettre conjointe dans laquelle les trois pays ont demandé un réexamen de la situation qui prévaut dans ces pays en transition, en prenant compte des défis auxquels nous sommes confrontés et la nécessité d'aller vers une levée des suspensions qui sont imposées par ces deux organisations pour permettre un meilleur accompagnement de ces processus de transition. C'est dans ce cadre que, et à la suite de cette réunion de Ouagadougou, que les trois chefs d'État ont décidé que leur ministre des Affaires étrangères se déplace ici à Addis Abeba pour pouvoir poursuivre le plaidoyer auprès des institutions concernées, et ce, en marge du 36e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Donc c'est dans ce cadre-là que nous sommes venus ici, et vous avez pu suivre aussi l'intense activité diplomatique qui a été déployée par les trois ministres des Affaires étrangères conjointement, tant auprès du président entrant de la conférence des chefs d'État et de gouvernement, son Excellence Azali Assoumani, président de la République, président de l'Union des Comores, mais aussi auprès de son Excellence Moussa Faki, président de la Commission de l'Union africaine, du commissaire Affaires politiques, paix et sécurité de l'Union africaine, du président de la Commission de la CEDEAO et de plusieurs ministres à la fois membres du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine que de certains pays qui sont membres du Conseil, des membres non permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et les messages et l'objectif essentiel de cette démarche, c'était de faire en sorte que il y ait une meilleure compréhension et une meilleure lecture de la situation de nos pays, pays en transition qui ont déjà pris des engagements pour un retour à l'ordre constitutionnel dans des calendriers qui sont convenus. Mais notre message était aussi pour ces institutions de comprendre la nécessité de privilégier l'accompagnement au détriment des sanctions et des mesures punitives à l'endroit des pays, mesures qui elles-mêmes se sont montrées complètement contre-productives. Aujourd'hui, nous pensons qu'il est important que ces organisations, tant l'Union africaine que la CEDEAO, puissent procéder à un réexamen de leur façon de faire, à une relecture de l'interaction, en tout cas, ou de la coopération avec nos pays sur la question de ces sanctions. Nous pensons que dans notre démarche, nous avons surtout mis l'accent sur le fait que notre démarche ne vise pas à remettre en cause fondamentalement les textes de ces deux organisations par rapport aux sanctions ou des mesures de restriction à imposer au pays en cas de rupture de l'ordre constitutionnel.
Ce que nous mettons en cause, c'est surtout la politique de 2 poids, 2 mesures qui est souvent appliquée tant dans la lecture et l'appréciation de ces situations de rupture de l'ordre constitutionnel dans les pays, mais aussi la politique de 2 poids, 2 mesures qui est souvent pratiquée dans l'application de ces mesures, tant au niveau de la CEDEAO que de l'Union africaine, mais souvent par les mêmes États. Donc nous avons souhaité que ceci puisse cesser et que l'état d'esprit aussi puisse évoluer, parce qu'aujourd'hui, ces pays qui sont suspendus, en tout cas ces suspensions sont perçues ou même mises en œuvre comme des mesures presque d'exclusion. Or, l'objectif recherché, c'est d'exercer une pression sur les gouvernements en transition pour permettre un engagement conséquent pour un retour à l'ordre constitutionnel. Aujourd'hui, nous avons expliqué à nos interlocuteurs que la mise à l'écart, parce que ces mesures de suspension, finalement, se révèlent dans certains cas comme des mises à l'écart. Sinon, comment comprendre que, par exemple, au niveau de la CEDEAO, qu'il puisse y avoir des réunions des chefs d'état-major sur la situation sécuritaire de la région, que le Mali, le Burkina ou la Guinée ne soient pas conviés, voire autour de l'arrestation des 49 Ivoiriens. Et lors de l'examen de cette question par la CEDEAO, à aucun moment, notre pays, qui demeure membre de la CEDEAO, qui s'acquitte de ses obligations vis-à-vis de cette organisation, n'a été à aucun moment ni appelé ni entendu sur cette affaire. Donc, ce sont ces attitudes et cette décision que nous mettons en cause. Donc, en venant, c'est d'expliquer que les pays peuvent être suspendus, mais il faut trouver les moyens de faire en sorte qu'il y ait un engagement conséquent, constructif avec ces pays, surtout sur des questions qui peuvent toucher, d'une part, à la sécurité, d'autre part aux questions humanitaires, mais aussi sur les questions de développement. Parce que, encore une fois, ce que nous avons essayé de montrer, c'est que ces mesures, pour la plupart, affectent des populations. Donc, et nous savons aussi que tant du côté de l'Union africaine, comme du côté de la CEDEAO, dans chacun des communiqués, quand des pays ont été suspendus, un appel est lancé à la communauté internationale pour continuer à accompagner ces pays. Mais malheureusement, on y voit là un paradoxe, parce que ces pays sont suspendus, dans certains cas ostracisés, mis à l'écart, et que même certains pays refusent de prendre des engagements avec nous, même sur le plan bilatéral, et qu'au même moment, on demande aux partenaires extérieurs de continuer à les accompagner. Donc, ceci envoie un mauvais signal par rapport à l'accompagnement qui est souhaité de la part de ces institutions elles-mêmes, mais aussi de la part de la communauté internationale. Donc, c'est tous ces éléments que nous essayons de mettre en avant, qu'un processus de transition ne peut pas être juste de poser des exigences au pays par rapport au retour à l'ordre constitutionnel et s'attendre à ce qu'ils remplissent toutes les conditions et que, quand il y a retour à l'ordre constitutionnel, ces organismes viendront. Donc, ça doit être une démarche collective conjointe entre le pays concerné et ses institutions pour cheminer ensemble, créer les conditions pour arriver pour le retour à l'ordre constitutionnel, qui doit se faire aussi pour pouvoir renforcer une stabilité durable. L'autre pendant du message aussi, c'était de dire que pendant que nous sommes engagés pour le retour à l'ordre constitutionnel et que nos organisations, pour la plupart, mettent plus l'accent sur l'organisation d'élections, sur le retour à l'ordre constitutionnel. Or, si on prend le cas particulier des pays comme le Burkina et le Mali, la Guinée dans une moindre mesure, nous faisons face à une situation sécuritaire extrêmement critique et complexe. Et nos pays se sentent souvent abandonnés dans nos efforts pour pouvoir inverser la tendance, combattre les groupes terroristes, ramener la stabilité. Nous faisons des investissements et des efforts colossaux pour pouvoir équiper nos armées, renforcer nos capacités de défense et de sécurité. Sur ce chantier, nous voyons presque pas d'appui concret venant de ces organisations qui aussi, dans un esprit de solidarité, devraient être là pour apporter aussi un appui conséquent qui permette à ces pays de ramener la sécurité, de créer les conditions de retour de l'État
dans beaucoup de localités pour pouvoir justement créer les conditions d'organisation d'élections. Parce que c'est toutes ces questions qui ont été au centre de nos échanges. Et naturellement, il y a aussi des paradoxes que nous avons relevés parce que nous avons constaté qu'il y a certains pays au niveau de la CEDEAO qui sont les champions pour l'application des sanctions dures contre des gouvernements issus de pouvoirs de transition et qu'au même dans le cadre de la CEDEAO et que certains de ces mêmes pays sont à l'Union africaine opposés à l'application de sanctions à d'autres pays. Donc, ces politiques de deux poids, deux mesures et d'incohérence dans les prises de décision n'aident pas à renforcer la crédibilité de nos institutions. Donc, c'est sur la base de toute cette évaluation, de cette analyse et des messages qui ont été passés que nous avons souhaité que l'Union africaine, notamment le Conseil de paix et de sécurité, puisse créer les conditions pour qu'il y ait plus d'interaction avec, en tout cas, nos trois pays en transition. Comme un adage le dit chez nous, on ne peut pas raser la tête de quelqu'un en son absence. Malheureusement, en appliquant ces mesures de suspension, très fréquemment maintenant, les réunions du Conseil de paix et de sécurité sur la situation de nos pays se tiennent sans nous. Et nous souhaitons que cette situation puisse évoluer de façon positive pour permettre un engagement conséquent entre le Conseil de paix et de sécurité, ses États membres et nos trois pays pour permettre d'avoir une lecture, en tout cas assez réaliste de la situation et voir quelles sont les actions communes qu'il faut entreprendre. Donc notre plaidoyer ici se situait donc essentiellement dans ce cadre. Nous pensons que les messages que nous avons passés ont reçu un écho favorable auprès de beaucoup de nos interlocuteurs que nous avons rencontrés et beaucoup de compréhension auprès de plusieurs interlocuteurs que nous avons rencontrés et aussi la compréhension de la nécessité de faire évoluer nos méthodes de travail pour permettre un engagement plus positif, plus constructif avec nos pays. Et naturellement, il faut que je rappelle que la question de la suspension de nos pays n'est pas à l'ordre du jour du sommet actuel, il ne sera pas directement abordé. Donc, la démarche, c'est de faire en sorte que nous puissions engager un processus de discussion avec ces pays pour un réexamen de ces mesures de suspension et des modalités d'engagement avec nos pays. Après le sommet, nous allons continuer ce plaidoyer, cet effort, tant auprès de la Commission de l'Union africaine, que je salue pour la qualité de l'écoute, mais aussi auprès de la présidence en exercice de l'Union, à travers l'Union des Comores et le président Ansoumani, qui nous a d'ailleurs reçus, qui nous a écoutés. Je profite de cette tribune pour adresser, au nom de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, les plus chaleureuses félicitations de la République du Mali à l'Union des Comores, en lui réitérant notre disponibilité entière à accompagner son effort et surtout à travailler avec lui et son pays pour la réussite de notre agenda commun, qui est le retour de la paix, la stabilité et la prospérité sur notre continent. Donc, après évaluation de l'ensemble des échanges que nous avons eus, nous pensons avoir été entendus, nous pensons avoir été écoutés, nous pensons avoir une vision claire de ce qu'il y a lieu de faire pour les semaines à venir, pour pouvoir faire en sorte que ces mesures de suspension soient réévaluées et qu'il y ait une nouvelle base d'engagement, tant avec l'Union africaine qu'avec la CEDEAO pour pouvoir avancer. Donc, cet effort de plaidoyer va se poursuivre. Il est important de noter que, en tout cas, cette démarche collective des trois pays, la Guinée, le Burkina et le Mali, a été bien notée, bien appréciée, et l'esprit constructif avec lequel nous avons abordé nos échanges aussi a été apprécié. Et d'ailleurs, un des indicateurs, vous l'avez écouté lors de l'intervention à l'ouverture du sommet de son Excellence Moussa Faki, président de la Commission de l'Union africaine, certains de nos messages ont trouvé des échos
en ce sens qu'il a indiqué clairement qu'il faille revoir la politique des sanctions de l'Union africaine, que cette politique, de son point de vue, n'est pas efficace pour pouvoir accompagner les pays vers un retour à l'ordre constitutionnel et que, de façon générale, ces mesures de sanctions affectent beaucoup plus les populations. Donc, je pense que ceci résonne bien avec tous les arguments que nous avons mis en place et nous saluons cette ouverture et nous pensons que la CEDEAO elle-même aussi doit pouvoir aussi faire évoluer sa grille de lecture vers la fenêtre qui a été ouverte par le président de la Commission de l'Union africaine pour que nous travaillions tous dans un esprit constructif et que ce qui arrive dans nos pays à travers les changements anticonstitutionnels sont souvent des accidents, mais souvent aussi nos organisations ne se sont pas assumées face à ces événements. Parce que nous voyons que, comme dans le cas de la Guinée, c'est un déficit de gouvernance qui a amené la situation. Et pendant qu'il y avait cette situation, nos organisations souvent sont assises pour regarder ces situations se développer. Donc, nos organisations, encore une fois, pour conclure, doivent être cohérentes dans leur démarche. Autant nous devons condamner les changements anticonstitutionnels quand elles sont causées par des militaires, mais aussi quand ces évolutions sont causées aussi par des civils, ces organisations doivent aussi pouvoir s'assumer, mais aussi intégrer dans leur grille de lecture que ces changements anticonstitutionnels souvent ne sont pas juste causés par des aventuriers militaires, mais que dans certains cas, ce sont des soulèvements populaires et des questions de gouvernance qui ont conduit à ces situations, qu'il faille avoir une lecture beaucoup plus globale de cette question et beaucoup plus innovante, beaucoup plus réaliste de ces questions, mais surtout en gardant à l'esprit que l'objectif, ce n'est pas de punir et que nos organisations doivent aussi se départir et mieux résister aux pressions et à l'instrumentalisation de certaines puissances extérieures dont l'agenda est tout sauf la promotion de la démocratie et de la stabilité dans nos pays. Nous devons rester vigilants, car pour nos trois pays, sous la direction de nos trois chefs d'État, notre action diplomatique va continuer à se coordonner, va rester actif, et nous allons maintenir le dialogue avec tous les pays que nous avons rencontrés et les responsables de ces institutions, et nous espérons que dans un futur proche, nous assisterons en tout cas à une évolution du traitement de ces questions. Dans tous les cas, la réponse à ces situations reste encore une fois entre les mains de nos dirigeants, de nos populations, et nous ferons les efforts nécessaires pour pouvoir changer la donne dans nos pays, mais la qualité de l'accompagnement et la nature de l'accompagnement de nos organisations régionales doit pouvoir évoluer et se situer dans l'esprit du panafricanisme et de l'intégration africaine qui met toujours en avant la notion de solidarité, qui est une notion importante, mais ces sanctions, ces mesures de mise à l'écart et d'ostracisme ne reflètent pas ce sentiment, en tout cas cette volonté de pouvoir aller vers l'affirmation d'une véritable solidarité africaine, de mieux comprendre les préoccupations des populations, de mieux accompagner les choses et de pouvoir trouver des réponses qui soient durables tant sur le plan sécuritaire que sur le plan de la gouvernance. Je voudrais enfin aussi saluer et remercier l'ambassadeur Fafré Camara, qui est l'ambassadeur du Mali à Addis Abeba auprès de l'Union africaine, l'ensemble de ses collaborateurs qui ont été particulièrement actifs pour nous permettre d'évoluer ici à Addis Abeba dans ce cadre-là, pour avoir les contacts utiles. Et au finish, je ne peux que les féliciter pour la qualité et le niveau des différentes rencontres que nous avons eues ici et les engager à maintenir le travail qui est en cours ici pour faire en sorte que le drapeau du Mali reste haut ici dans cette belle capitale de l'unité, de l'intégration et de la solidarité africaine.